à droite de Steve Proulx, qui n'a encore une fois rien à se reprocher, malgré le compte de 4-1 en faveur des Faucons. Et c'est pas fini. Il ne faut jamais compter les Vulcains battus pour d'avance, hein, parce que c'est une équipe qui peut exploser en tout temps. Et au risque de passer pour partisan, espérons que ça n'arrivera pas. Espérons qu'on se trompera. Voilà. Seconde tentative des Vulcains avec Lapointe au centre. Simple remise et c'est bien arrêté par Lafrenière. Et le dégagement, bon, jusqu'au centre. Il y a Moisan qui aurait pu avoir une possibilité d'échapper, mais il a perdu le disque à la toute dernière fraction de seconde. Et le dégagement, finalement, est complété jusqu'au gardien Steve Proulx. Encore 1 minute 2 secondes à la pénalité de Steve Bégin. Les joueurs des Faucons semblent partout sur la patinoire. Oui, ça va bien en deuxième. Moisan maintenant. Esquive un adversaire, ce qui pourrait être quelque chose de beau. Et à Juno, le but! Joey Juno! Alors, ça fait un 11e but marqué en désavantage d'un homme. Et pour Juno, c'est son 3e dans de telles circonstances. Oh, ça, c'est un but qui fait mal. Et c'est arrivé également lors de la dernière visite des Vulcains de Victoriaville, un but en désavantage numérique. Oui, Jacques, un but en fin de période comme ça. Voilà la reprise de ce dernier but, Bruno. Oh, voilà. Un peu rapide, ou enfin ce qui en reste. Voilà. Jacques, un but a des avantages. Il y a un changement de gardien de but du côté des Vulcains. On envoie Berthold Lavoie dans les filets en remplacement de Steve Proulx. Et pourtant, Proulx n'avait rien à se reprocher. Non, peut-être c'est pour ne pas miner sa confiance. C'est un jeune gardien de but, prometteur. La saison n'est pas terminée. Les Vulcains auront sûrement besoin de lui lors des séries éliminatoires. Il y avait un bon moment qu'on ne l'avait pas vu, Lavoie contre les Faucons. Attention, les Faucons attaquent avec Labrec en tête. 5-1, les Faucons mènent. Encore à la pénalité de Steve Bégin, 26 secondes. Dans le coin, Lafontaine. Bataille avec 2 porte-couleurs du Victoriaville. Pierre Viau maintenant qui fait chuter Lafontaine. Là, il y a empilade, là. La foule n'a pas tellement apprécié le geste du joueur des Vulcains de Victoriaville. Jacques, on parlait de gardien de but. C'est la première fois, je crois, que Benoît Lafrenière est le gardien de but partant contre les Vulcains. Voilà, c'est la seule et unique fois. Voilà, on va aller voir le dernier but des Faucons. C'est Martin Moisan qui remet la rondelle immédiatement à Joey Juno et Steve Proulx n'a plus rien à faire là-dessus. Il n'y avait qu'un seul défenseur et il y a des avantages numériques en fin de période. Ouais. Ça fait mal. Les Vulcains plutôt, attention, la contre-attaque, on y reviendra. Oh, attention, Girard est là, et contre! Steve Girard, un autre. On l'a dit en début de reportage, c'est un véritable poison contre les Faucons. Et ça, c'est un but en avantage numérique. Oui, Jacques. Donc, c'est 5-2. Avec 2-18 à faire encore en deuxième. Ben alors, il y a eu beaucoup de buts. Après oui, une première période très tranquille. Les 7 buts ont été comptés en deuxième période. Alors, confirmation, Bruno? Oui, le but des Vulcains compté par le numéro 7, Steve Girard, assisté du numéro 27, Francis Lapointe et du numéro 10, Serge Breton. Et ça, à 17 minutes 42 secondes. Alors, le jeu va reprendre au centre. Oh, là, c'est la reprise du dernier but là, des Vulcains de Victoriaville. Et à 3 contre 1, Benoît Lafrenière n'avait pas vraiment grand chance là-dessus. Non, c'était pas très facile, effectivement. Au centre. Ça a repris par Bissonnette. Il y a Demers qui a fait une chute là, pendant ce temps-là. Et le jeu a rapidement augmenté d'intensité en deuxième période. Et plus ça va aller, j'ai l'impression que ce sera encore intensifié davantage. Là, c'est Gingras qui rate la rondelle, mais c'est quand même repris par les Vulcains de Victoriaville. Au centre, c'est repris là par Breton. Breton contourne Jasmino et là, il a voulu remettre dans l'enclave, mais
Il y avait plusieurs joueurs des Faucons, plusieurs gilets bleus. Pénalité d'annoncer aux Faucons de Lévis-Lauzon. Et là, il faudra faire attention parce que le match pourrait... Oh, oh! Il y a Girard là, qui s'en est pris. Attendons voir à Sylvain Demers. Et Girard a un caractère bouillant, on le sait. Genre, je crois que ce sera des punitions mineures doubles, peut-être. Oui. Non. Non, Girard est le seul joueur pris en défaut. Je croyais que la pénalité, à l'origine, était au Faucon, moi. Moi tout, Jean. 1 minute 30 à faire. C'est un moment important dans le match. Et on envoie l'artillerie lourde du côté des Faucons. Serge Pelletier, Hugues Rivard, Joey Junot, Normand Nélis. Alors Junot et Nélis probablement joueront à la pointe. Et Yves Plourde complète cette formation. Donc, la deuxième période, genre, qui est... Fertile en émotion, hein? Oui. Très occupé ici, là. Les marqueurs, 6 punitions au total, 7 buts. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Bruno, mais si on a réussi 5 buts contre les Vulcans deuxième, c'est parce qu'on a décidé de bien appliquer l'échec avant et de solide mise en échec également. Oui, genre, comme je le disais tout à l'heure, dans la zone des Vulcans, les Faucons sont pratiquement toujours les premiers joueurs. Dégagement complété jusqu'au gardien Lafrenière. Il pleure derrière son filet. Il y a encore une fois anormalité d'appeler par les officiels. On va reprendre, attendons voir, en zone neutre. Steve Girard a eu 4 minutes de punition. Donc, ça confère un avantage numérique aux Faucons pendant 4 minutes. À moins que ceux-ci ne prennent une punition eux aussi. Oh, ben oui. Une double mineure à Girard. Oh. Je crois que c'est 2 minutes pour Rudet, c'est 2 minutes pour Bâton haut. Ouais, là, ça, c'est un moment très important. Et là, on ne s'entend pas là, sur la remise en jeu. On va reprendre finalement au centre. Ça nous a complètement échappé, ce jeu-là, parce que je vois pas vraiment pourquoi on reprend au centre. C'est quand même inhabituel. Oui, Jacques. En plein centre de la patinoire. Alors, il y a des changements. Il y a No qui sera au point d'appui avec Nélis. Junot, Pelletier et Plourde en attaque. Remporté cette mise au jeu par les Faucons. Ça va à Jasmino. Passe qui va sur le bâton de Pelletier. Moins d'1 minute à faire en deuxième période. Rappelons que c'est Berthold Lavoie qui est venu prendre la relève au jeune Steve Proulx. Junot au point d'appui de l'autre côté à Nélis. Son tir à lui a été bien arrêté en défensive. Voilà Junot qui tente là de fignoler. C'est peut-être pas très intéressant là pour les Faucons puisque Bouliane reprend le disque. Au point d'appui, Vio. Oh, c'était pas commode. Ça a été dévié au passage. Junot. Les Faucons éprouvent la difficulté en ce moment. Voilà. Sortie de zone par Yves Plourde. Voilà, le voici au centre. Bien arrêté là par le grand Sylvain Roy à nouveau, ou plutôt Pierre Viau. Oh oh. Et là, l'arbitre a pris en défaut Yves Plourde, qui devra aller purger les 2 prochaines minutes au banc. Ou en tout cas les 48 dernières secondes de la deuxième période et le reste en troisième période. Et ça, bien, ça va un petit peu diminuer l'avantage que les Faucons avaient, puisqu'il ne reste que 2 minutes 43 à la pénalité de Girard. Celle de Plourde commence dans un instant. Alors, Jacques, l'arbitre qui a décidé de donner des punitions, tout ce qu'il voit là, présentement. Oui. Alors, double échec. Voilà, c'est de cette façon que se complète la deuxième période sur cette montée de Lebeau du Victoriaville. Il restera encore à faire alors que la troisième période débutera. 1:49 à la pénalité des Faucons, Yves Plourde, et 2 minutes 32 à celle de Steve Girard. Excellente et intéressante deuxième période en ensemble, Bruno. Oui, Jacques, le jeu a été complètement différent. On a le chiffre des lancers. Les Faucons ont effectué 14 lancers, les Vulcains 10. Donc, Jacques, comme on le disait, période qui était fertile en émotion. Il y a eu 7 buts au total. Il y a eu environ, je crois, c'est 8 punitions. Donc, l'arbitre qui n'a pas été de main morte du côté des punitions, mais par contre, c'était des punitions méritées. Il y a eu des belles séquences, il y a eu des buts un but en avantage numérique, un but en désavantage numérique. On a passé par toute la gamme des émotions. Ça promet pour la troisième, hein? Oui, des belles mises en échec du jeu rapide, bel échec avant de la part des Faucons surtout.
sont toujours les premiers sur la rondelle dans la zone des Vulcains, ce qui est très important, genre, comme on le sait. C'est ça qui nous a rapporté des dividendes. Allons-y pour le sommaire de cette deuxième période. Plusieurs buts marqués. Au total, 7, 5 du côté des Faucons et 2 du côté du Victoriaville. Oui, Jacques. Le premier but a été celui des Faucons, compté par le numéro 9, Joey Junot, assisté des numéros 10, Hugues Rivard, et du numéro 29, Yves Plourde. Le temps du but, 47 secondes. Un autre but des Faucons, après 9 secondes seulement, le deuxième, compté par le numéro 28, Francis Lévesque, assisté du numéro 26, Pascal Labrec. Et ce, à 56 secondes. Donc, les Faucons qui prenaient l'avant 2-0 après moins d'une minute de jeu en première période. Les Vulcains sont revenus de l'arrière avec un but en avantage numérique. Celui de Serge Breton, assisté du numéro 27, Francis Lapointe, et du numéro 9, Sylvain Roy, à 6 minutes 42 secondes. Les Faucons sont revenus de plus belle avec un but compté par le numéro 26, Pascal Labrec, assisté du numéro 27, Pierre Nollet, et du numéro 22, Steve Bégin. Le temps du but, 10 minutes 41 secondes. Un quatrième but des Faucons. Un autre but encore de Pascal Labrec, assisté cette fois-ci du numéro 28, Francis Lévesque, et du numéro 19, Sylvain Demers, à 13 minutes 13 secondes. Et lors d'un désavantage numérique, les Faucons ont inscrit un but, celui de Joël Junot, un deuxième ce soir, assisté du numéro 25, Martin Moisan, et du numéro 24, Jasmin No. Le temps du but, 17 minutes 1 seconde. Le pointage était de 5-1, mais les Vulcains ont inscrit un deuxième but en avantage numérique, celui du numéro 7, Steve Girard, assisté du numéro 27, Francis Lapointe, et du numéro 10, Serge Breton. Le temps du but, 17 minutes 41 secondes. Et un des beaux buts dans cette période est certainement le dernier des Faucons, celui de Junot, là. C'était de toute beauté, cette pièce de jeu. Oui, une belle pièce de jeu, Jacques. Martin Moisan qui a réussi à soutirer la rondelle aux défenseurs des Vulcains, tout de suite avec une mise en échec sur le long de la bande. Et Joël Junot qui faisait son entrée dans l'enclave n'a eu qu'à pousser la rondelle derrière Steve Brou et ça en était fait. On voulait avoir quelques buts en deuxième, on a été gâtés. Espérons que ça se poursuivra en troisième, Bruno. Bon, on peut s'attendre à une bonne fin de match. Comme tu disais, Jacques, il y a une punition de chaque côté. Donc, les Faucons, par contre, auront un avantage numérique pendant environ 45 secondes. Ce qui fait que s'ils peuvent inscrire un but durant ce court avantage numérique, ça pourrait faire mal aux Vulcains. Ça pourrait mettre le match hors de leur portée. Ouais, alors l'histoire sera à suivre. Ne quittez pas, mesdames et messieurs, ça pourrait être très intéressant. Pour le moment, on va rejoindre Brian Hamilton et son invité. Alors avec moi, Steve Girard, le numéro 7 des Vulcains. Steve, tu connais quand même encore un fort match aujourd'hui contre les Faucons. Oui, Ben, finalement, je veux dire, tu es quand même celui qui, chez les Vulcains, connaît le plus de succès vis-à-vis des Faucons. Comment tu peux expliquer ça? Bien, la préparation, certains, avant des parties comme Lévis joue un style de jeu que j'aime bien, c'est physique dans les coins, puis moi, j'aime jouer physique, fait que la chance m'aide un petit peu aussi, puis... Ta vraie position, c'est défenseur. Comment ça se fait qu'on te voit maintenant à l'aile? Est-ce que c'est M. Chénier qui te fait jouer à l'aile plus souvent ou quoi? Non, ma vraie position, c'est ailier, Ah puis bon? au début de l'année, on sait que les joueurs de 20 ans, on a le droit à 5 dans chaque équipe, puis on avait besoin d'un joueur de défenseur, puis on m'a fait jouer à défense, puis on préférait que je joue à l'avant pour frapper un petit peu, stimuler mon équipe. Est-ce que tu préfères jouer à la défense ou à l'avant? À l'avant, je me sens plus à l'aise à l'avant. Maintenant, en première période, c'était 0-0 à la fin de la première période, puis là, c'est rendu 5-2 après 2 périodes. Comment on peut expliquer cette avalanche de buts? On a perdu vendredi, on est arrivé ici confiant, on a joué une bonne première période, puis en deuxième, ben la chance a joué pour Lévis. En première période, on a eu des bons lancers, puis ça n'a pas voulu rentrer. Le goaler fait une bonne période, une bonne job. Puis on va essayer de se ressaisir en troisième. Et puis, tu as eu un échappé aussi. Est-ce que tu peux nous conter ce qui s'est passé sur l'échappé? Tu as manqué ça? J'ai essayé de faire sortir le goaler un petit peu, puis il s'est tenu dans le fond de son net, puis j'ai essayé de lever la rondelle dans le top, puis ça n'a pas marché. Maintenant, le fait que l'instructeur Chénier ait changé de gardien de but là, après le 5e but des Faucons, est-ce que ça peut un peu motiver ça, les Vulcains pour la troisième période? J'espère, parce que la dernière game, on est venu ici, puis Steve Prou, le goaler en première période, il avait gaulé, fait une bonne job, puis là, ça a mal été un petit peu pour lui, puis Berthold, maintenant, est dans le filet, puis j'espère que ça va bien aller. Alors, bonne fin de match, Steve Girard, puis bonne fin de saison. Juste en terminant, peut-être, c'est ta dernière année avec les Vulcains. Ouais. Est-ce qu'on prévoit faire une carrière universitaire après ça, quoi? Oui, j'espère bien. Pour quelle université? Oui. Pour quelle université? Ottawa ou peut-être Trois-Rivières. J'ai pas eu de contact encore, mais j'aimerais Ottawa ou Trois-Rivières. Bonne fin de saison, Steve Girard. Merci. C'est tout, on retourne à la passerelle, messieurs. Merci beaucoup, Brian Hamilton. Mon invité est maintenant le relationniste du club de hockey, les Faucons de Lévis-Lauzon. On va lui parler en tant que relationniste dans un premier temps et en tant que président de la 17e édition du tournoi Atome Lévis-Lauzon.
On va y aller tout d'abord pour le fonctionnement des éliminatoires. On sait que ça s'en vient à grands pas maintenant. Il y a une formule quelque peu différente de l'an passé et ce sera pas mal intéressant, ça. Oui, bien, tout d'abord, la formule des séries, c'est assez compliqué. Oui. Tout d'abord, vous avez la série de qualification du championnat canadien. Cette série sera une de 6 points disputée en 4 rencontres. L'équipe de deuxième position rencontrera celle de première position et il devra avoir un gagnant à chacun des matchs. En cas d'égalité, les équipes peuvent même jouer en surtemps à la fin pour établir un gagnant. Le gagnant, alors, de cette série représentera le Québec au championnat canadien qui aura lieu à Kamloops, en Colombie-Britannique. L'autre série, la série de qualification pour les demi-finales, eh bien, cette série sera un tournoi à la ronde, auquel participeront les équipes de 3e, 4e et 5e position. Chaque équipe jouera 2 matchs l'une contre l'autre, un à l'extérieur et l'autre à domicile. L'ordre de présentation, eh bien, dans le premier match, vous avez la 5e position qui visitera la 3e. Le deuxième match, la 3e visitera la 4e. 4e visitera 5e. Position toujours. 4e match, 4e position visitera la 3e. Le 5e, c'est la 5e position qui visitera la 4e. Et le 6e match, la 3e position visitera la 5e position. Il devra avoir également un gagnant à chacun des matchs. Les 2 équipes s'étant le mieux classées participeront aux séries demi-finales. Et puis, en cas d'égalité au classement de cette série, bien, on départagera les équipes en se basant sur différents critères comme le plus grand nombre de victoires, les buts pour, les buts contre, etc. Ensuite, vous avez les séries demi-finales. Il y aura la série A et la série B. Ces séries seront de 3 de 5. Dans la série A, eh bien, l'équipe s'étant classée en 2e position du tournoi à la ronde rencontrera l'équipe ayant terminé en première position du classement général de la saison. Dans la série B, eh bien, l'équipe s'étant classée en première position du tournoi à la ronde rencontrera l'équipe ayant terminé en 2e position au classement général de la saison. Et puis ensuite, vous aurez la série finale, une série 4 de 7. Elle opposera l'équipe gagnante de la série demi-finale A à l'équipe gagnante de la série demi-finale B. Alors, comme on voit jusqu'à maintenant, c'est assez complexe. C'est ça, c'est assez complexe. C'est un peu moins complexe que l'an passé, tout de même. Oui. Mais il s'agit de départager les choses et puis ils ont fait ça de manière à avantager un peu les 5 équipes qui prendront part aux séries éliminatoires. Quels sont justement les principaux avantages d'une formule comme celle-là, comparativement à l'an dernier, par exemple? L'an dernier, si je me souviens bien, là, il y avait... en fin de compte, pour dire franchement, je m'en souviens plus de la formule qu'il y avait à ce moment-là. Mais cette année, avec des séries 3 de 5 en début finale. L'an passé, je pense que c'était les 2 premières positions pour une série du championnat canadien. Et les 3e contre 6e et 4 contre 5e, je pense. Quelque chose de ce genre-là. Et après ça, il y avait les séries A et B. Oui, je crois. Maintenant, ils ont changé un peu la formule cette année pour justement, dans les séries demi-finales, lorsque les équipes de 3e, 4e et 5e position joueront, ils vont jouer sur une base de 3 semaines, 2 matchs à chaque fin de semaine. Alors, ça permettra à ceux qui se qualifient, les 2 équipes qui se qualifient pour le championnat canadien, bien, eux vont jouer les 2 premières semaines et la 3e semaine, durant que les autres vont terminer leur série demi-finale, ils vont aller représenter le Québec au championnat canadien en Colombie-Britannique. Bon, alors merci pour ces précisions, Yves Leblond. On dit merci aux relationnistes et on souhaite la bienvenue maintenant au président de la 17e édition du tournoi Atome Lévis-Lauzon. Il y a eu du brasse camarade là, dans la dernière fin de semaine. Yves, j'aimerais ça que tu nous mettes à jour là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Il y a eu des déclarations. Et comment ça se termine tout ça, finalement, les conclusions? Bien, terminé, disons que c'est pas tout à fait terminé encore. Là. On réfléchit un peu sur ce qui a été dit et fait. Maintenant, c'est très malheureux. Ce sont, d'après nous, là, des propos qui ont été envoyés un peu en l'air. Qu'est-ce qui a été dit finalement? Là, Bien, il a été dit dans un premier temps, dans l'article qui est apparu dans un certain journal, il a été dit qu'on notre cédule, on cédulait nos joutes trop tard. Eh bien, dans les règlements de la Fédération de hockey sur glace, premièrement, vous avez le droit de jouer 11 rencontres par jour par glace entre 8 h le matin et 21h30 le soir. Alors, c'est exactement ce que nous avions à notre tournoi. C'est que la dernière joute dans la soirée était cédulée pour 20h45. Alors, ça nous laissait 3/4 d'heure de marge
avant l'heure limite. Ensuite, il a été dit qu'on jouait sur la limite des règlements. Eh bien, quand vous profitez des règlements que la Fédération vous donne, on les a suivis à la lettre. Donc, c'est sûr que n'importe quel tournoi, n'importe où, jouera toujours sur la limite des règlements s'il se prévaut des lois en vigueur. Fait que ça, c'est une raison très excessivement banale. Et d'autant plus qu'il y a énormément d'équipes. C'est presque impossible là, de ne pas déborder sans le vouloir. Non, bien, exactement, durant si vous m'amenez là-dessus, en fin de compte, on a dépassé, je crois, une fois durant tout le tournoi l'heure limite à cause des supplémentaires et puis tout ça. Mais d'après l'article, c'était marqué la cédule. Ouais. Bien, la cédule, deuxième des choses, elle a été présentée à la Fédération de hockey sur glace 15 jours avant le tournoi et elle a été acceptée. Alors, s'il y avait quelque chose qui clochait quelque part, il y avait juste à nous le dire. Nous, on s'est exactement tenu au règlement de la Fédération. Et puis, je crois que cette année, ils ont été bien reçus. Et puis, je pense que c'est malheureux que ça ait été dit comme ça. C'est parce qu'il y avait de l'espace dans le journal. Et puis, je pense qu'on a voulu exagérer les choses. Il y a une autre chose aussi qui a été dit dans l'article en question, c'est qu'on manquait d'activités hors glace pour les équipes. Eh bien, je m'excuse. Premièrement, des activités, il y a une dizaine d'années, on en a déjà organisé pour les équipes. Et puis, ce sont les instructeurs eux-mêmes qui nous ont dit qu'ils ne venaient pas ici pour s'amuser à l'extérieur. Ils venaient ici pour jouer du hockey. Et puis, nous, on a dit, bien, OK, d'accord, si c'est ça que vous voulez réellement, c'est parfait pour nous. Et puis, c'est deuxième des choses, c'est un tournoi de hockey qu'on organise. C'est pas un festival ni un carnaval. Alors, je crois qu'on était dans nos... exactement, c'est-à-dire qu'on a suivi les règlements de la Fédération à la lettre. Alors, c'est quelque chose de malheureux. Dernière précision, au moins d'une minute, les bénévoles ont été fâchés de ça. Est-ce que ça l'empêchera, ces bénévoles-là, d'être de retour pour le prochain championnat provincial qui aura lieu ici sur la Rive-Sud? Bien ça, la plupart, une bonne partie, c'est-à-dire des bénévoles qui font partie du comité des jeunes de la Rive-Sud, organisateurs du tournoi Atome Lévis-Lauzon, seront de la partie de ces championnats canadiens, en particulier le hockey mineur de Lévis qui est en charge de tout ça. Alors, c'est sûr que de leur côté, ils vont peut-être faire des pressions là, pour qu'il y ait rétraction un peu plus forte que ce qu'on a vu venir jusqu'à maintenant dans les journaux. Alors, je pense que tout le monde a été un peu furieux des propos commentés, surtout qu'ils ne sont pas fondés et qu'ils ne sont pas véridiques. Et puis moi, je lève mon chapeau à les quelques 200 bénévoles qui ont participé au tournoi Atome Lévis-Lauzon. Aller jusqu'avant cet article du dimanche, là, tout allait très bien. Et si quelque chose s'est passé, eh bien, c'est pas de notre faute. C'est la faute, justement, à cette personne-là qui a dit des choses erronées sur notre tournoi. Alors, Yves, vous nous tenez au courant lorsqu'il y aura d'autres développements là-dessus et on espère que ça se terminera pour le mieux dans votre cas. Très bien, merci. Merci, Yves. Et dans quelques instants, mesdames, messieurs, ne quittez pas la description de la troisième période. Rappelons le compte, les Vulcains de Victoriaville 2, les Faucons d'Ivy-Lauzon 5. Alors, rebonsoir à nouveau, mesdames, messieurs. De retour pour le début de la troisième période. Et Bruno, qu'est-ce que les Faucons devront faire pour garder la même vitesse de croisière et s'en sauver ainsi avec les honneurs, encore une fois, dans ce match de hockey? Jacques, sans toutefois jouer trop défensif, les Faucons devront quand même faire un bon échec avant pour forcer les défenseurs à commettre des erreurs. Parce que si les Faucons se replient simplement en défensive, juste en défensive, on connaît la force de frappe des Vulcains, ça pourrait leur causer une désagréable surprise. Donc, les Faucons devront jouer un jeu normal, une bonne mise en échec avant, des bons replis défensifs. Jouer le style de jeu qu'ils ont préconisé en deuxième période. Puis, les Vulcains, de leur côté, eux autres, eh bien, ils n'ont pas le choix, ils doivent ouvrir la machine, ils doivent faire bouger la rondelle très rapidement alors qu'ils sont dans la zone des Faucons pour prendre en défaut les défenseurs des Faucons. Et rappelons qu'il y a encore des pénalités d'imposer des deux côtés, sauf qu'on se rappellera que Girard avait été puni pour 4 minutes. Et dès que la pénalité aux Faucons, dont il reste encore 1:39 à faire, eh bien, les Faucons bénéficieront de quelques secondes en avantage numérique. Alors, le jeu a repris. Simple remise en zone des Faucons d'Ivy-Lauzon. La pointe perd le 10, mais c'est Sylvain Roy qui décoche un tir, qui rate la cible. À Pierre Viau, maintenant, qui s'est vu stopper ce tir en défensive
la part de Marc Bernier. Ça revient maintenant au point d'appui jusqu'à Marc-André Duclos. Duclos s'avance davantage, lance et ça a frappé l'extérieur du filet ou peut-être même le poteau, si je ne m'abuse. Et après coup, un lancer qui rate nettement de précision. Il y a beaucoup de circulation là, dans le territoire du Lévis-Lauzon. Il y a un joueur qui a perdu son bâton, Nélis en l'occurrence. Et heureusement, il n'y aura pas de dommage. Lafrenière stoppe le tout et permettra une remise en jeu à sa gauche. Il me semblait un petit peu nerveux du côté des Faucons, Jacques, quoique les Vulcans ont commencé en Lyon. Ils n'ont pas le choix, comme je le disais tout à l'heure, les Vulcains, c'est un match important pour eux. On n'a malheureusement pas de résultat du match à l'extérieur entre Saint-Laurent et Saint-Hyacinthe, mais ça joue sur la patinoire, comme on dit, mais on peut prévoir une victoire de la part de Saint-Laurent. Oui, il m'a dit comme toi, ça joue sur la patinoire parce que ça a quand même été une surprise vendredi dernier que Saint-Hyacinthe remporte contre Thetford. Oui, Jacques. Surtout que c'était à Thetford en plus. Exactement. Ils ont fait le même coup, Faucon, il n'y a pas si longtemps. Oui, Saint-Hyacinthe qui prend un malin plaisir. Il ne remporte pas souvent des rencontres, mais lorsqu'une équipe se doit de remporter une victoire, pour monter un peu au classement et rattraper ainsi une autre équipe, eh bien, Saint-Hyacinthe prend un malin plaisir, Jacques, à battre ce club-là pour les empêcher d'effectuer une remontée dans le classement. Ouais, c'est ce qu'on appelle les équipes trouble-fête qui peuvent mêler les cartes là, pour les positions finales au classement. Exactement. Souvent, les équipes sont éliminées d'ores et déjà, mais ils brouillent tout. Le jeu se poursuit là, en territoire du Victoriaville. Serge Pelletier qui remet d'une façon intelligente à la break, mais lui n'avait pas prévu cette manœuvre. Pour le moins habile. Et là devant encore une fois, mais cette fois son relais est un peu court et ça a été intercepté là, en défensive. Contre-attaque Victoriaville, Boivin se contente de remettre profondément dans le territoire du Lévis-Lauzon. Jasmin Hainaut doit rapidement remettre à Pascal Labrec. Labrec est flanqué de Serge Pelletier, s'amène en zone adverse. Revient en retrait et cette courte passe là s'est rendue jusqu'au gardien finalement. Berthold Lavoie qui, rappelons-le, est venu en relève à Steve Proulx alors qu'il restait 3 minutes à faire en troisième période. Là, c'est l'avantage numérique des Faucons, Jacques. Voilà, pour 31 secondes exactement. Et l'attention, c'est Boulian du revers, bien arrêté là par Lafrenière. C'est toujours Boulian là, qui s'affirme en attaque et cette fois, Lafrenière goble cette rondelle du gant, remet maintenant et c'est repris par Nélis. Nélis, lentement, s'amène vers le centre et va se contenter, lui, de pousser cette rondelle jusqu'au gardien Berthold Lavoie qui a levé le bras. Je crois que le filet a été déplacé exactement. Oui, Jacques, on a du côté ici à l'Arena, on a la difficulté avec les filets. Les filets sont souvent débarqués des amarres et ça occasionne souvent des arrêts de jeu. Je ne sais pas si tu étais ici lors du match contre Saint-Jérôme vendredi soir et c'est arrivé à quelques reprises. Je ne sais pas si on sera en mesure de parler avec Brian Hamilton là, au cours des prochaines minutes. Je sais qu'il a rencontré Pierre Poitras et j'aimerais ça peut-être lui demander ses commentaires. Alors, probablement qu'on sera en mesure de discuter avec lui là, au cours des prochains instants. Pendant ce temps, on va reprendre à la gauche de Berthold Lavoie. Labrec au centre, son vis-à-vis Francis Lapointe. Et on attend. Voilà, là, il y a Lapointe qui sera changé. Boulian s'amènera. Et ça prend un temps fou. Voilà, c'est fait. A été remporté par Victoriaville. Pierre Viault maintenant derrière son filet. Ça passe pour Lapointe. Beaucoup trop longue. Ça permet à Nélis de renvoyer le tour chez l'adversaire. Sylvain Roy. Oh, là, il y a une mise en échec solide là, de la part de Pascal Pelletier. On joue à force égale, Jacques. Voilà. C'est toujours 5-2 le compte. Dans le coin maintenant. Oh, il y aura une autre pénalité là au Faucon des Lévis-Lauzon. On a fait accrocher violemment le numéro 26, Pierre Sabourin. L'attaque des Faucons, ou plutôt des Vulcains, se poursuivait et on s'arrête pour confirmer cette pénalité de 2 minutes là au Faucon des Lévis-Lauzon. Jacques, les Faucons, jusqu'à présent, joué un bon début, ont eu un bon début de période, dis-je. Ils ont joué le jeu qu'ils se doivent de faire, soit jouer non pas trop défensivement ni trop offensivement. Ils ont joué un jeu qu'ils se doivent de jouer, bonne mise en échec avant, etc. On va reprendre à la droite de Benoît Lafrenière qui a tiré un bon match jusqu'à présent, Jacques. Quelques bons errants début de match. On va reprendre à la droite de Lafrenière, c'est Sabourin qui a remporté sa mise au jeu, mais ce sont les Faucons qui dégagent jusqu'à l'autre bout. Punition à Norman Ellis. Voilà. Lapointe se charge de ramener cette rondelle au centre. Une passe à Sabourin.
C'est lui qui perd après coup. C'est repris cependant par Sabourin à la pointe. La pointe pénètre en zone adverse. S'arrête brusquement au point d'appui. S'avance quelque peu, enfin fait une feinte. Et là, ça mène davantage en anglais. Et le bel arrêt là, de Lafrenière. C'était pas commode ce lancer de la pointe. Sauf que Lafrenière avait bien suivi le jeu. Et dégagement là, de Junot jusqu'à l'autre bout. Encore une 24 à faire en désavantage numérique du côté du Lévis-Lauzon. Comme on dit dans le métier, Jacques, Benoît Lafrenière, il est dans le match ce soir. Absolument. Voilà maintenant Boulian, un des 3 assistants du côté des Vulcains, à Sabourin là, qui rate complètement son tir. Ça va à Lebeau maintenant plus loin. Lebeau a de la difficulté à se départir de Marc Bernier. On tente de ramener cette rondelle devant le filet. C'est réussi. Et là, Lebeau prend un bon tir. Quel arrêt là! Après avoir vu cette rondelle tourbillonner au-dessus de sa tête. Lafrenière qui met un terme à nouveau à ce jeu. Jacques, comme on disait tout à l'heure, Lafrenière qui n'accorde presque pas de retour. On sait que ça peut faire mal un retour, surtout dans l'enclave. Connaissant le bourdonnement que les joueurs de Victoriaville sont capables d'effectuer, les bons compteurs qu'ils ont, Lafrenière effectue un excellent travail. Breton, à la mise au jeu du côté du Victoriaville, son vis-à-vis Pascal Labrec. Mise au jeu remportée par Victoriaville, le tir à la pointe beaucoup trop haut. Ce sera repris par Steve Girard. Girard, son relais, lui, est coupé par Bernier qui conserve. Probablement que la rondelle a pénétré dans son gant ou dans une pièce d'équipement. Voilà. Encore affaire à la pénalité des Faucons. 47 secondes. 15-50 au match. On va reprendre à la droite maintenant de Lafrenière. Jacques, on a les résultats finaux. Saint-Laurent a battu Saint-Hyacinthe au pointage de 5-3. Et Thetford-Mines, comme on le savait, ont battu Saint-Jérôme, et ça au pointage de 7-4. Donc, ça permet à Saint-Laurent de prendre momentanément, du moins, la première position. Et si il advenait une défaite des Vulcains ici ce soir, eh bien, Saint-Laurent passerait seul en tête avec 1 point d'avance. Ça donnerait combien de points au classement? Ça? 55 points pour Saint-Laurent et advenait une défaite de Victoriaville, comme on le dit, Jacques, il demeurait à 54 points. Alors, et ça, en 38 matchs, les deux équipes ont joué ce nombre de matchs. Alors, ça va demeurer serré jusqu'à la fin. Les Faucons se doivent de gagner pour demeurer à un seul point des Filons qui, eux, ont gagné 7-4 cet après-midi contre Saint-Jérôme. Oh, là, il y a eu un jeu habile là, du numéro 10. Et le but après coup, là! Et ça a été réussi grâce au beau jeu. Tout d'abord en défensive de Serge Breton au point d'appui. Et la pointe n'a pas raté pareille occasion de s'inscrire au pointage. Et le compte se resserre 5-3. Oh, attention! C'est pas fini ce match-là. C'est loin d'être terminé, Jacques. Et je crois qu'on verra souvent des joueurs comme Francis Lapointe et Steve Girard pour le reste du match. Ouais. Surtout si les joueurs et l'instructeur des Vulcains, Alain Cheney, savent que Saint-Laurent a battu Saint-Hyacinthe. Ils vont donner un petit coup de cœur de plus, je crois bien, pour ne pas perdre la tête du classement. Donc, c'est un but en avantage numérique par surcroît. Oh! On a vu un bel arrêt là, de Berthold Lavoie au point d'appui. Jasmin Lowe décoche un puissant tir. Ça rate le filet complètement. Bernier est au retour maintenant. Le sien également. On manque complètement de précision là lorsqu'il est temps de lancer du point d'appui. Alors, il y a eu un changement sur un but des Faucons. Il faudra peut-être attendre la confirmation. Bruno va se charger de ça. Et oui, et je crois que les Vulcains le savent, que les Patriotes de Saint-Laurent ont remporté la victoire ce soir. Et ça va certainement leur donner un petit coup de plus. Là, vont certainement donner un petit coup de plus pour revenir dans le match. Et pour les Vulcains de Victoriaville, s'ils devaient perdre ce soir, ce serait une deuxième consécutive. Et en plus, c'est pas arrivé très souvent du côté des Vulcains. Voilà le dernier but. Et moi, voilà, on va le voir justement, le jeu là, en défensive, je pense. Voilà, la rondelle a été mal, on le voit mal à l'écran. Il a dû se jeter tout son long et remettre à la pointe. Et la pointe n'a pas manqué sa chance. Exactement. 5-3 le compte. Et il y a hors-jeu là-dessus. On a fait pénétrer cette rondelle beaucoup trop tôt en zone adverse et on va reprendre au centre. Donc, Jacques, la correction qu'il y a eu tout à l'heure, c'est lors du 4e but des Faucons. Une passe a été accordée au numéro 10, Hugues Rivard, à la place du numéro 19, Sylvain Demers. Voilà. Oui, c'est ce que je disais, c'est que les Vulcains n'ont pas perdu souvent 2 matchs consécutivement dans une saison depuis 2 ans. Et ça pourrait peut-être arriver ce soir, mais ne jugeons de rien, ne jurons de rien surtout. Il reste encore 14 minutes, c'est 5-3, il n'y a rien de fini pour les Vulcains, non plus pour les Faucons d'ailleurs. Non, absolument pas. Là, il y a Lavoie qui
fait une sortie plus ou moins réussie. Ça permet aux Faucons de poursuivre l'attaque. Et finalement, Sylvain Roy va faire cette remise à Bouliane qui descend de toutes ses forces en zone adverse. Il est arrêté en défensive cependant. Et là, oh, attention! Pierre Viau, quel lancé! Encore une fois, bel arrêt là, de Benoît Lafrenière. Un tir à bout portant. Contre-attaque des Faucons. Oh! Et Yves Plourde qui a été accueilli solidement. Junot à son tour, sauf que cette fois, c'est Roy qui a croulé sous l'impact du coup. Et ça devient beaucoup plus physique, là. Avec encore 13-36 à faire en troisième. Junot accroché violemment, là, par Sylvain Roy. Et simple remise en territoire des Faucons de Lévis-Lauzon. On va reprendre le tout, là. Avec ce jeu de Normand Ellis, complètement raté. C'est repris par Breton. Attention, c'est beau. Ça amène. Oh! Il a été bien suivi par Normand Ellis qui l'a rejoint et presque arrêté finalement. Il l'a retenu quelque peu, mais l'arbitre n'a pas sévi. Voilà. Au centre, Steve Girard. Passe pour Roy, c'est imprécis. Ça permet à Nélis de reprendre contrôle du disque. Simple remise en zone adverse. Et ce petit joueur, on l'a utilisé à outrance ce soir. Voilà, Labrec, solide mise en échec là aux dépens de Pierre Viau. Cependant, ça se retrouve sur le bâton de la pointe qui lui laisse à Sylvain Roy. Ça passe à lui est intercepté par ou Labrec ou Lévesque. Les deux se trouvaient là en même temps. Voilà, Labrec qui reprend dans son territoire. Passe audacieuse là à son défenseur Marc Bernier. Et son relais, lui, va s'en aller jusque dans le territoire profondément du Victoriaville. Il n'y a pas d'hors-jeu là-dessus. Mise en échec de Labrec qui joue une excellente partie ce soir, Pascal. On lui a reproché son manque d'agressivité de temps à autre, mais ce soir, là, en plus d'avoir marqué 2 buts, c'est très bien débrouillé en défensive également et en échec avant. Autre tentative là, des Vulcains de Victoriaville. Girard jusqu'à Breton qui doit revenir sur ses pas parce qu'il y avait déjà un de ses coéquipiers installé dans le territoire ennemi. Jasmin Hainaut, il va d'une mise en échec aux dépens de Girard et c'est l'immobilisation le long de la rampe après coup avec encore 11,55 à faire en troisième, 11,55. C'est un peu incohérent, Jacques, depuis quelques instants, mais par contre, j'aime bien le jeu des Faucons qui ne cesse de faire de l'échec avant, qui tente, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas trop jouer défensivement, ce qui pourrait vraiment leur causer du tort. Les Vulcains aussi, disons, Jacques, que jusqu'à présent, la troisième période s'est très bien déroulée, un bon spectacle. La foule semble apprécier ce tout. Et après cette mise au jeu remportée par les Vulcains, le lancer de Pierre Viau qui a été dévié au passage et peut-être heureusement pour les Faucons parce qu'il y avait de la foudre dans ce tir-là. Benoît Lafrenière qui semble passablement occupé en cette troisième période, pas mal plus que Steve Poe a pu l'être. Boivin devant Mercier, c'est ce dernier qui est le meilleur. Jasmin Hainaut doit se hâter là, devant l'insistance de Boivin. Et là, solide contact entre 4 joueurs, là, 2 de chaque côté. Et là, ce sont les Vulcains qui attaquent du revers. Ça a été dévié par Bégin. Voilà, après coup, retour, Marc-André Duclos. Duclos fait une chute. Et là, ça permet à Richer de prendre la rondelle, mais il a été passablement ennuyé là, par un porte-couleur du Lévis-Lauzon. Et c'est un dégagement qui sera accepté, ça ne sera pas refusé. À nouveau, oh là, jeu raté de la part des Vulcains et Bissonnette en a profité pour retarder du moins cette attaque du Victoriaville. Et là, les Faucons, depuis quelques instants, se contentent de remettre en zone adverse et on ne pousse pas davantage l'offensive. Ça pourrait jouer un vilain tour aux Faucons. Il faudra faire attention. Sabourin passe pour Boivin. Ça revient cependant de No à Bernier. Bernier, encore une fois, simple rejet en zone adverse. Lavoie laisse pour Pierre Viau. Après, ça se retrouve sur le bâton de Sabourin au centre. De Sabourin qui manie bien la rondelle devant Junot. Cependant, il la perd au profit de Yves Plourde. Plourde s'est fait accueillir solidement là, par Pierre Viau. Contre-attaque du Victoriaville. Belle incursion en zone adverse là, de la part du numéro 12. Non, plutôt 22, Benoît Lebeau. Jacques, les Faucons semblent complètement débordés depuis quelques instants par les Vulcains qui sont partout sur la glace. On a vu à un certain moment donné l'échec avant des Vulcains, et ça à 3 joueurs. C'est un petit peu un jeu dangereux car ça peut occasionner une sortie rapide de zone de la part des Faucons. Ça peut donner un 3 contre 2, un 3 contre 1.
On va écouter les commentaires de Laurent Falun qui nous parle de la reconstruction des Faucons pour l'an prochain qui sera un gros travail, semble-t-il. Oui, Jacques. Pour l'année prochaine, est-ce que l'équipe repense déjà à cette reconstruction qu'on devra faire? Oui, déjà des rencontres ont eu lieu avec des dépiseurs de la Ligue nationale qui nous ont conseillé là-dessus. Le recrutement est sous la charge de M. Michel Thibault et nous accentuons nos recherches de joueurs principalement dans la région de Québec, tout l'est du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, sans toutefois négliger les régions de l'Estrie et de Montréal. Mais l'emphase est plutôt mis dans la région de Québec et l'Est du Québec. Alors là-dessus, il y a du travail qui se fait. Les démarches se font tant les différents niveaux, midget 2A, midget 3A, etc. Est-ce qu'il y a des gros noms rapidement comme ça qui s'en viennent? Ou... C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de gros noms actuellement, mais c'est sûr qu'il y a des bons joueurs qui sont consultés et qui sont contactés, qui viendront sûrement avec l'équipe. Alors voilà, c'était Laurent Falun. Et il y aura pas moins de 15 joueurs qui devront être remplacés l'an prochain. C'est un gros travail de reconstruction, surtout notamment défensive et dans les buts aussi. Oui, Jacques. Ce sera un travail très, très ardu pour les Faucons parce qu'on sait qu'ils ne sont pas seuls. Dans la région de Québec, par contre, ils ont peut-être un avantage. Ils sont plus éloignés dans l'est du Québec, ce qui leur confère peut-être plus de facilité. Oui, un bon bassin de joueurs. Attention, c'est la brique là, qui manque une chance en or d'y aller d'un troisième but ce soir et un tour du chapeau. Contre-attaque de Francis Lapointe, le voilà au centre. Il décampe bien, déjoue un joueur, s'amène en zone adverse. Belle passe à Girard. Girard qui se voit refuser l'accès là plus loin. Bon jeu encore une fois en défensive. Et là, c'est Sylvain Roy qui décoche un tir qui rate complètement la cible. Après coup, on se retrouve dans le territoire du Victoriaville. Oh, elle est complètement ratée. Ça sera refusé, ça. Non, même pas. Alors, on a jugé que c'était bon. Voilà Bernier. À Plourde, c'est un peu long. Et là, depuis peut-être une minute ou deux, le jeu est un petit peu plus incohérent là, des deux côtés. Voilà Vio qui doit se presser. Remet à Girard, ça passe à lui, bien accepté par Mario Richer. Oh, et là, on a été chanceux là, de s'en tirer du côté des Faucons. Attention devant, oh, c'était pas Richer là, de prime abord, c'était plutôt Serge Breton. Breton qui connaît un bon match ce soir. Oui, Jacques, il a beaucoup de glace, surtout en fin de match présentement. Là, il est souvent sur la patinoire en même temps que Francis Lapointe et Steve Girard. Attention, c'est Girard qui s'amène. Oh, et le but! Steve Girard, un deuxième pour lui ce soir. Alors, nos deux joueurs en évidence qui se mettent justement en évidence. Et attention, c'est maintenant 5-4 Faucons de Lévis-Lauzon et encore 8 grosses minutes et 42 secondes à faire dans le match. Oui, Jacques, il ne faut jamais compter les Vulcains de Victoriaville comme battus parce que là, ils sont en train de donner une preuve de leur force de frappe. Les Faucons qui menaient par 5-2. Voilà la reprise du dernier but de Steve Girard. La rondelle est prise par un défenseur qui la remet. Et là, c'est Steve Girard qui s'en va presque seul devant le gardien de but. Il y a eu une erreur là-dessus je crois que c'est Norman Ellis qui était complètement inattentif, semble-t-il, sur le jeu. Steve Girard a eu de la facilité à le contourner. Et Lafrenière n'a pas joué de chance là-dessus parce qu'il a touché à cette rondelle. Il a effectué l'arrêt, mais la rondelle a fait un petit saut par-dessus lui et elle est entrée facilement dans le filet. Là, il y a un temps d'arrêt demandé. Je crois que c'est par les Faucons de Lévis-Lauzon. Hein? Oui, Jacques. Je vais prendre la confirmation du but. Et pour les Faucons, bien là, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faudra être très prudent, mais pas trop, parce que contre les Vulcains, c'est peut-être l'erreur à ne pas faire, justement, d'être trop prudent et de se replier en défensive. Chose qu'ils ont peut-être fait là, en troisième période depuis le début, et c'est ce qui a resserré l'écart de 5-2 à 5-4 finalement. Et maintenant, tout est prêt. On va reprendre au centre, puisqu'il y a eu but dans la dernière séquence. Alors, le but, Jacques, a été compté par le numéro 7, Steve Girard, assisté du numéro 2, Pierre Villot, à 11 minutes et 18 secondes. Donc, tout est possible d'un côté comme de l'autre, Jacques, et le prochain but sera très important. Si les Faucons marquent le but, ils auront peut-être brisé les reins des Vulcains. Si les Vulcains comptent le but... C'est eux qui auront le momentum. Exactement, Jacques, et ça va faire la différence. Alors, le match est en jeu, mesdames, messieurs, et ne quittez pas. N'allez surtout pas vous chercher des patates chips ou des peanuts, parce qu'un but, ça se compte rapidement lorsque oui, bon, ces deux équipes se rencontrent. On peut s'attendre à une très bonne fin de match, Jacques. Voilà Beauchamp derrière son filet.
à Mario Richer. Richer a bien tenté cette passe pour Boivin, mais à 2 occasions, c'est intercepté là, par les Faucons des Villozons. Et là, ce sont les Vulcains qui ont de la difficulté à sortir de leur territoire. Voilà, maintenant, c'est fait. Boivin décampe en toute hâte. Le voilà en zone adverse, patine rapidement devant Nélis, mais Nélis va le paralyser dans le coin. Par ailleurs, c'est Bissonnette qui en fait autant avec un autre adversaire et c'est l'arrêt de jeu après coup. Alors, Jacques, on devra faire attention des deux côtés pour les deux équipes de ne pas prendre de mauvaises punitions, comme on dit, car il ne reste qu'un petit peu moins de 8 minutes, soit 7 minutes 54 secondes. Et c'est très important de jouer au moins à force égale. On va reprendre à la gauche du gardien Benoît Lafrenière, qui, en passant, n'a rien à se reprocher sur n'importe lequel des 4 buts. Hein? Exactement. Jacques Steve Proulx non plus, de même que Berthold Lavoie. Ouais. De toute manière, je crois que Berthold n'a pas accordé un but depuis son entrée dans le match. Non, et chose curieuse, c'est que depuis justement l'arrivée de Lavoie, les Faucons n'ont pas tellement lancé souvent en direction de la cage adverse. Exactement. Donc, il a eu beaucoup moins de travail que son prédécesseur. Voilà, dans le coin maintenant, c'est une rondelle reprise par Junot. Junot travaille bien, mais il avait à faire face à 2 Vulcains. Et là, c'est une remise. Et oui, ça a quitté le territoire de quelques pouces, ou quelques centimètres, mais c'était suffisant là, pour provoquer ce hors-jeu. Oui, l'arbitre était très bien placé pour voir le tout. 7:30 à faire dans ce match et quelle fin de match ça promet. Jacques, dans cette fin de match, là, je crois que des joueurs à surveiller, là, il n'y en a pas tellement. Surtout comme du côté de Victoriaville, on peut dire que Francis Lapointe était surveillé, c'est facile à dire. Il y a aussi Steve Girard. Du côté des Faucons, on peut y aller avec Pascal Labrec aussi, jouer Junot. Serge Pelletier aussi. Et Hugues Rivard, parce que Rivard a connu une belle séquence contre les Vulcains cette saison. Il faudra faire attention aux pénalités aussi. Hein? Ça pourrait devenir un rôle, ça pourrait devenir très déterminant ça dans le match. C'est très, très, très important là-dessus. Surtout qu'avec 7 minutes à jouer. Bernier remet chez l'adversaire. C'est repris par Sylvain Roy. De Roy, ça va jusqu'à Jacques Beaulieu. Son relais, lui, est beaucoup trop long. C'est repris finalement par Junot. Belle passe là, acceptée par Yves Plourde, mais il était bien surveillé. Voilà Boulian maintenant qui s'échappe. Le voilà en zone adverse. Et il a certainement vu son coéquipier, en l'occurrence Pierre Sabourin, mais on l'a suivi pas à pas. Voilà Sabourin. Et là devant, seul devant Lafrenière, qu'est-ce que Sylvain Roy a raté? Eh bien là... Et ils étaient moins une, les Faucons. Oh! Et ce sont les Vulcains qui attaquent avec force. Et encore une fois, les Vulcains ratent une excellente chance. Et là, bien, les Faucons en ont plein le dos là, dans leur territoire. Et là, il y a Jasmino qui a brisé son bâton, a dû le laisser par terre. Et finalement, c'est Junot qui contre-attaque, heureusement pour les Faucons. Junot qui avait 2 Vulcains sur le dos. Et pendant ce temps-là, Rivard qui va d'une solide mise en échec aux dépens du numéro 16, Jacques Beaulieu. Et là, bien coupé ce relais. Ça aurait pu être dangereux pour les Faucons. Voilà Rivard qui se fait intercepter cette passe. À la pointe maintenant, le voilà en zone adverse avec Girard. La pointe. Et là, il a été accroché. Il n'y aura pas de pénalité. Et là, il y a l'instructeur Alain Chénier qui est en furie. Oh! Chénier qui a monté sur le banc pour dire sa façon de penser. Labrec qui... Oh! Quel arrêt là de Berthold Lavoie. Il était moins une là, cette fois pour les Vulcains. Oui, il a allongé le bras gauche, le bras de mitaine. Et il y a Chénier, je m'excuse Bruno, mais il y a Chénier, l'instructeur des Vulcains, qui continue à argumenter. Vraiment, il n'en a pas cru ses yeux. De toute manière, Georges, je crois que l'arbitre va laisser passer pas mal de choses dans cette fin de match, surtout un pointage serré comme celui-là. Ouais, il n'y a pas seulement dans la Ligue nationale qu'on arbitre de 2 périodes d'une façon et d'une autre façon en 3e. Hein? Exactement, Jacques. Surtout que, sans vouloir de... Voilà Alain Chénier qui n'en revient tout simplement pas. Il y avait matière à pénalité. Effectivement. Aucun doute là-dessus. Je le comprends. Il faut dire que l'arbitre en a laissé passer des deux côtés aussi. Oui. Et une longue passe là, qui a été ratée de peu par la pointe. Et Girard qui y allait là, de ses plus beaux élans. Il a fallu réagir rapidement du côté des Faucons. Pelletier, il va d'un tir. C'est arrêté. Pas de retour. Accordé par Berthold Lavoie. Quel scénario comme fin de partie, là, vraiment. On n'a peut-être pas été gâtés en première, c'était affreux. Mais comme on l'a dit, ça arrive toujours qu'il y a une période sur toi entre ces deux formations qui est beaucoup moins intéressante. Mais après, attention, il y a de l'action. Ouais, la deuxième période a été fertile en émotion et la troisième aussi. Voilà Junot
Junot et Rivard, 2 recrues cette année, 2 joueurs qui proviennent du midget 3A de Sainte-Foy, 2 excellents joueurs de hockey. Junot qu'on peut prévoir peut-être comme Candidat potentiel au recrue de l'année. Hein? Exactement, avec Bateman et Galarneau qui jouent tous les deux pour Saint-Laurent. Moi, je dirais que c'est surtout Galarneau qui est son principal adversaire, même si Bateman n'est pas méchant non plus. Hein. Si je ne me trompe pas, Jacques, ce sont tous les 3 des produits du midget 3. Galarneau et Bateman ayant joué, si je ne m'abuse, pour les Lions du Lac-Saint-Louis. Attention, ce sont les Vulcains qui attaquent avec Richer en tête. Richer travaille très fort là. Et devant Bernier, il doit céder le disque. Au point d'appui, ça va jusqu'à Pierre Viau. Il va d'un solide tir. Ça a été arrêté au passage en défensive. Et encore une fois, se lancer cette fois à rate de précision. Pascal Labrec en contre-attaque. 3 contre 2. Pelletier, longue passe réussie. Ça mène devant la voie, lance. Oh! Il a frappé le poteau, Jacques. Et après coup, c'est Bertrand Lavoie avec son biscuit qui a réussi à enlever un peu de pression là, dans l'enclave. Il était moins une encore une fois. Jacques, c'est l'échec avant 3 joueurs des Vulcains qui a causé ce 3 contre 2 des Faucons et qui a permis une belle chance à Serge Pelletier. Mais il n'a pas joué de chance car la rondelle a frappé le poteau. Attention, c'est Gingras qui se contente de pousser en zone adverse. Jasmino maintenant. Oh, là, cette rondelle a été stoppée par un juge, par l'arbitre. Et ça permet cette attaque là, des Vulcains. Et attention, et le but! Est-ce que le but sera accepté? Oui, Jacques. Il y avait beaucoup de circulation là-dedans. Oh, ça, c'est un but qui va faire mal. 5-5 le compte. 4 minutes, 4 secondes à faire encore dans cette 3e période. Jacques, je ne sais pas si on va pouvoir revoir la reprise, mais la rondelle semblait perdue entre les patins de plusieurs joueurs devant le filet. Et c'est ce qui a permis... Benoît Lafrenière a pu mettre la main sur cette rondelle et c'est ce qui a permis, je crois... Je ne suis pas sûr, je pense que c'est Pierre Sabourin qui a marqué le but. Certainement pas le plus beau but que les Vulcains ont marqué cette saison, mais d'une importance telle qu'on va le prendre. Hein? On a la reprise ici, là. Alors, Jacques, de confirmation, le but des Vulcains, compté par le numéro 22, Benoît Lebeau, assisté du numéro 26, Pierre Sabourin, du numéro 21, Donald Boulian, à 15 minutes 56 secondes. Et ça provoque l'égalité et attention, il reste encore 3 minutes 45. Je sais pas si tu sens la même chose que moi, il me semble qu'il y a une drôle d'odeur ici à l'aréna municipale de Lévis. Ouais, on semble avoir un peu abdiqué là, du côté des Faucons. Par contre, quelle mise en échec là! Oh! Ça l'a fait mal à Serge Breton. Là. Ça, c'est la mise en échec du match. Qui a donné ça? Steve Bégin, je crois. Non, je crois que c'est Norman Ellis. Norman Ellis. Alors, formidable. Et ça, oui, je reviens à cette senteur là qu'on a ici à l'aréna municipale de Lévis. Tu trouves pas que ça sent la prolongation? Oui, il y a ça aussi. Et je reviens à cette mise en échec là, de Nélis. Oh, c'en était toute une. On était une des ligues majeures, si on peut dire. Oui, monsieur. Jasmino. Son relais, lui, beaucoup trop long, imprécis. Ça ne sera pas refusé. C'est repris par Vio, mais il a été sévèrement mis en échec aux dépens de Plourde. Il n'a pas apprécié, d'ailleurs. Jacques, les Faucons qui n'abandonnent pas, là, ils bourdonnent complètement. Oh! Oh! Quelle mise en échec de Jasmino aux dépens de Richer. Ben alors là... Il en a perdu son bâton qui s'est retrouvé dans sa zone. Oh! Alors les Vulcains là, se font secouer comme des pommiers. Ils ont compté un 5e but, mais ils vont en payer le prix. Très belle fin de match, Jacques. Robuste, excellent. rapide. Des beaux jeux de passe, des belles séquences offensives. Beau rebut défensif. On a tout dans cette 3e période. Et moi, il y a une chose que je me demande. Lavoie n'a pas eu beaucoup de lancers. Hein. Il n'est pas très réchauffé. Si on devait aller en prolongation, ça pourrait peut-être être un avantage. Sûrement, Jacques. Parce qu'encore, il reste 2 minutes environ et les Faucons peuvent prendre encore une bonne séquence. Ce qui pourrait peut-être faire mal aux Vulcains s'ils réussissent à mettre Berthold Lavoie à l'épreuve un peu. On envoie Pelletier dans la mêlée. Voilà maintenant Steve Bégin en zone adverse. Et il a été devancé là, par Pelletier et on devra reprendre en zone neutre. Et je crois bien que d'un côté comme de l'autre, je crois qu'Alain Chéné et Joe Hardy vont complètement oublier toute notion défensive et vont envoyer leur gros canon, comme on dit, pour finir le match, car la victoire est très importante pour les deux équipes. Ah, et comment donc? Car Saint-Laurent a remporté son match, donc les Vulcains sont présentement, pour le moment,
en deuxième position du classement. Et les Faucons se doivent de gagner en vertu d'une victoire de Thetford Mines contre Saint-Hyacinthe. Et c'est la raison pour laquelle on envoie les Lapointe, également Girard du côté des Vulcains et Pelletier et Labrec du côté des Faucons. Et en défensive, on envoie nos hommes fiables également. Voilà, Lapointe, un tir là qui a été dévié par Nellis. Attention, c'est Serge Breton qui reprend possession du disque, remet à Girard et finalement perd lorsque cette rondelle lui saute par-dessus le bâton. Et c'est repris par Gingras. Gingras pour Girard au centre. Girard, faudra surveiller. Il a déjà 2 buts. Il est très dangereux, on le sait. Oh! Lapointe qui décoche un tir. Et comment la première a fait? Il avait la vue voilée, ça, très certainement là-dessus. Contre-attaque de Pelletier. Mais là, on l'a bien joué là-dessus. Pelletier est mis en échec au dépens de Lapointe. Lapointe reprend. Et attends, oh! Et Jasmino, là, qui a certainement empêché cette échappée là, de Roland Boivin. Lafrenière doit rapidement remettre devant. Là. Alors, une chance qu'il n'y avait personne du côté des Vulcains. Là. Tout dépendant si on est partisan des Vulcains ou des Faucons. Voilà, Sylvain Roy qui reprend. Moins d'1 minute à faire en troisième période. Roland Boivin, son relais à lui coupé par Martin Moisan. Moisan projette en zone adverse. La foule qui réclame une pénalité. Voilà Bernier jusqu'à Pelletier. Pelletier pour Labrec. Il a été solidement mis en échec dans le coin. Et on n'y va pas de main morte là. Entre Pierre Viau et Martin Moisan. Finalement, il y a hors-jeu après coup. 31 secondes. Quelle fin de match. Oui, Jacques, 31 secondes, comme tu le dis. Une mise en jeu à la droite de Berthold Lavoie. Je crois qu'on va assister à 30 secondes là, qui vont être très émotives. Si les Faucons peuvent prendre la mise en jeu, avec un bon pointeur, un bon lancer pour créer peut-être une bonne chance de compter. Mais je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, Jacques, plus ça va, plus ça sent le surtemps. Oui, ah oui, ah oui. Une forte odeur de temps supplémentaire. Gino Mercier a la mise au jeu face à Francis Lapointe. C'est Mercier qui a le meilleur. Son lancer, cependant, est dévié au passage. Voilà Lafontaine qui paye le prix aux dépens de Pierre Viau pour avoir tenté de conserver cette rondelle en territoire adverse. Il est blessé d'ailleurs. Il revient péniblement au banc. Une jambe. Ça pourrait être une lourde perte, ça. Espérons que ce n'est que passager. Pendant ce temps-là, les Faucons se réorganisent. Simple remise en zone adverse et ce sera refusé. Ça va se terminer là-dessus, Jacques. Non, c'est pas refusé. Et voilà, c'est de cette façon que se termine la troisième période. Compte égal, donc, après 3 périodes. Vulcain de Victoriaville, 5. Et Faucon des Villozons, 5. Et voyez ce qui arrive là à Ricky Lafontaine. Une bonne mise en échec qu'il a subi ça a l'air douloureux. contre Sylvain Roy. C'est possiblement le genou. Il se tord de douleur. C'est jamais bon, ça, des blessures au genou. Surtout qu'il est une des révélations des Faucons jusqu'à présent. En troisième période, le chiffre des lancers pour les Faucons, 6. Et pour les Vulcains, 14. Donc, au total, les Vulcains, dans les 3 périodes réglementaires, ont fait un total de 40 lancés. Les Faucons, un total de 28 lancés. Et on voyait Lafontaine qui semblait abandonner son propre sort. Là. Faudrait peut-être pas, mesdames, messieurs, juger là-dessus. Non, parce que l'équipe, quand même, l'équipe des entraîneurs et des soigneurs des Faucons est assez bien vue. Et peut-être que dans cette situation, Lafontaine préférait, malgré que ça peut sembler drôle à dire, préférait peut-être subir les malaises de par lui-même. Si on y va, Jacques, un petit peu pour la fiche des Faucons en sortant. Oui, on y va. La fiche des Faucons en sortant, ils y ont été durant 9 parties. Ils jouent pour 500 en vertu d'une fiche de 4 victoires, 4 défaites et 1 match nul. Et localement, c'est supérieur un petit peu. Oui, ils ont joué 5 matchs localement lors du sortant. Ils ont remporté 3 matchs, ils en ont perdu 2. Et lors des 3 victoires, les marqueurs ont été Norman Ellis, Pierre Nolette et Serge Pelletier. Il y a aussi Sylvain Falardeau qui a déjà compté un but pour les Faucons. Revoyons une séquence, Bruno, de ce qu'a été probablement la troisième période, soit de la mise en échec très virile. Oui, surtout en deuxième moitié de troisième période, Jacques. Lorsque le pointage s'est resserré beaucoup. Là. Alors, on devrait être en mesure de voir ça dans les prochains instants. Oui, une mise en échec, entre autres, de Nellis contre Serge Breton.
Aussi une mise en c'en était échec de toute une. Jasmino contre Richer au centre de la patinoire. Est-ce que ce sera celle de nous ou de Nélis qu'on verra? C'est celle de Nélis contre Voilà. Serge Breton. Et c'est celle ça, de- quand on parle de mise en échec, c'est ça, c'est qu'on arrête complètement le joueur le long de la bande. Il est complètement arrêté, il ne peut pas continuer sa course vers la rondelle, il ne peut rien faire. Et Nélis, on peut dire qu'il est très robuste et il est bon là-dedans, là, de donner une mise en échec, là, il sait où il s'en va. Hinault est à son meilleur également lorsqu'il frappe. Hein? Oui, il faut qu'il frappe Jasmin parce qu'il n'est pas tellement rapide. Il est grand, costaud, très bon physique. Et là, on voit Lafontaine là, qui semble quelque peu remis. Oui. Mais je ne crois pas qu'il soit en mesure. Pour revenir dans le match. Hein? Non. Alors voilà, c'est le début de cette période de prolongation qui s'éternisera au maximum 10 minutes. C'est rare qu'on se rend à terme.